Printemps 1945, l'Allemagne s'effondre. La troisième armée de Patton déferle sur le sud du pays, capturant chaque jour des milliers de soldats de la Wehrmacht. Rien qu'en avril, les forces allemandes se sont rendues à un rythme moyen de 50 000 par jour aux forces américaines. Il ne s'agissait pas de simples soldats. C'étaient des hommes qui avaient combattu sur tous les fronts, de la Normandie aux portes de l'Allemagne. Dans les centres d'interrogatoire situés à l'arrière des lignes de front, les officiers du renseignement américain consignaient les déclarations de ces prisonniers concernant les raisons de leur reddition, leur opinion sur Patton et les horreurs dont ils avaient été témoins pendant la guerre. Les témoignages conservés dans les archives militaires révèlent une Wehrmacht et un effondrement total. Des soldats préféraient être prisonniers des Américains plutôt que des Soviétiques, et d'autres étaient véritablement choqués en découvrant les agissements de leur propre gouvernement. Voici le récit des déclarations des prisonniers allemands. Lors de leur reddition aux forces de Patton, d'après des rapports d'interrogatoire, des témoignages et des documents historiques. Leurs paroles offrent un éclairage unique sur les dernières semaines du Troisième Reich. En mars 1945, la nature de la résistance allemande face aux forces alliées occidentales avait fondamentalement changé. Durant les 5 premiers jours d'avril, 146 000 soldats allemands furent faits prisonniers, à un rythme de 29 000 par jour. Cette reddition massive représentait non seulement une défaite militaire, mais aussi l'effondrement psychologique de forces qui avaient combattu avec ténacité pendant des années. Les officiers du renseignement américain, menant les interrogatoires, ont relevé des thèmes récurrents dans les déclarations des prisonniers concernant leur décision de se rendre. L'explication la plus courante donnée par les soldats allemands pour justifier leur reddition était la simple réalité du champ de bataille. Ils ont rapporté être encerclés, coupés de leur ligne de ravitaillement, à court de munitions et de carburant, et confrontés à une puissance de feu américaine écrasante. Mais, au-delà des circonstances tactiques, les rapports d'interrogatoire ont révélé des raisons plus profondes. De nombreux prisonniers ont explicitement déclaré s'être rendus aux Américains, plutôt que de combattre pour atteindre des zones où ils auraient pu affronter les forces soviétiques. Cette distinction était d'une importance capitale pour les soldats allemands qui avaient entendu des récits, souvent exacts, sur le traitement des prisonniers par les forces soviétiques sur le front de l'Est. Un soldat de Wehrmacht, capturé par des éléments de la 3e armée près de Francfort, a expliqué aux interrogateurs que son unité avait reçu l'ordre de battre en retraite vers l'Est, mais s'était plutôt déplacée vers l'Ouest, spécialement pour se rendre aux forces américaines. Il a déclaré que chaque soldat de sa compagnie préférait la captivité américaine à l'alternative. Ce sentiment est apparu à maintes reprises dans les rapports d'interrogatoire du printemps 1945. Les soldats allemands faisaient des choix conscients quant aux lieux et aux personnes auxquelles ils allaient se rendre, et les forces américaines étaient écrasantes de préférence. L'effondrement rapide de la résistance allemande à l'Ouest a engendré des difficultés logistiques considérables pour les forces américaines, non préparées à gérer un tel nombre de prisonniers. Le nombre total de prisonniers allemands détenus par les alliés occidentaux est passé d'environ 3 150 000 le 30 avril à plus de 7 600 000. Après la capitulation de l'Allemagne, la Troisième armée, à elle seule, a capturé des centaines de milliers de personnes lors de son avancée à travers la Bavière et en Autriche et en Tchécoslovaquie. Les points de rassemblement établis derrière les lignes de front ont été submergés par l'afflux de prisonniers, plus vite qu'ils ne pouvaient être pris en charge. Les soldats américains, gardant ces points de rassemblement, ont observé des comportements intéressants chez les prisonniers. Les rapports d'interrogatoire notent que les soldats allemands capturés exprimaient souvent du soulagement d'être hors de combat. Beaucoup semblaient épuisés, sous-alimentés et démoralisés. Certains demandaient aux gardes, quand ils recevraient de la nourriture, des soins médicaux pour des blessures mineures ou des informations sur leur destination. Les questions reflétaient les préoccupations pratiques d'hommes qui avaient accepté que la guerre était finie pour eux et qui voulaient s'assurer de survivre à la captivité. Mais tous les prisonniers allemands n'étaient pas soulagés de se rendre. Les rapports d'interrogatoire le confirment également. Des cas documentés de nationaux-socialistes purs et durs sont restés défensifs même en captivité.
De nombreux nazis convaincus sont restés fidèles à leurs convictions politiques et attendaient une victoire allemande jusqu'à ce que les Alliés franchissent le Rhin en mars 1945. Ces fervents partisans exprimaient leur mépris pour les soldats qui se rendaient volontairement, les traitant de traîtres et de déserteurs. Les autorités américaines des camps ont finalement dû séparer les prisonniers pour protéger les Allemands antinazis des violences perpétrées par des nationaux-socialistes engagés qui imposaient la discipline du parti. Même dans les campés, les interrogatoires eux-mêmes ont révélé beaucoup de choses sur l'efficacité militaire allemande. Dans les derniers mois de la guerre, les officiers du renseignement ont noté que de nombreux prisonniers possédaient des connaissances détaillées sur les positions défensives allemandes, les effectifs et les plans opérationnels. Ces informations se sont avérées précieuses pour la planification tactique américaine, mais elles ont également révélé l'ampleur de l'effondrement du commandement et du contrôle allemand. Des soldats qui n'auraient pas dû être au courant des opérations de haut niveau en avaient connaissance car les protocoles de sécurité habituels s'étaient effondrés. Dans le chaos de la retraite, les officiers allemands, capturés par les forces de la Troisième Armée, exprimaient souvent un respect professionnel pour les capacités militaires américaines tout en conservant leur mépris pour les décisions de leur propre commandement. Plusieurs rapports d'interrogatoire documentent des officiers de Wehrmacht critiquant le commandement stratégique allemand, notamment le refus d'effectuer des replis organisés, qui auraient pu préserver des forces pour la poursuite de la résistance. Ces officiers comprenaient que l'Allemagne avait perdu la guerre, mais estimaient que l'incompétence du commandement avait rendu la défaite plus catastrophique que nécessairement. Les déclarations des prisonniers allemands au sujet de Patton et de la Troisième Armée ont révélé des tendances intéressantes dans la façon dont les forces de Wehrmacht percevaient les différents commandants américains. Les synthèses de renseignements, compilées à partir de multiples interrogatoires, indiquaient que le renseignement militaire allemand avait identifié Patton comme le général américain le plus agressif et le plus dangereux. Les prisonniers capturés par la Troisième Armée reconnaissaient fréquemment qu'ils s'attendaient à affronter les forces de Patton, d'après les briefings préalables à leur capture fournis par leurs propres officiers. Plusieurs rapports d'interrogatoire documentaient la surprise des soldats allemands face à la rapidité de l'avancée de la Troisième Armée. Un prisonnier capturé près de Kaiserslautern déclara aux interrogateurs que son unité avait reçu l'ordre d'établir des positions défensives le long d'une rivière pour découvrir que les blindés américains avaient déjà contourné leur position et opéraient à l'arrière. Il affirma que les forces américaines avançaient plus vite que les services de renseignement allemands ne le pensaient possible, rendant les plans défensifs obsolètes avant même qu'ils puissent être mis en œuvre. L'appréciation allemande des méthodes tactiques de Patton est apparue dans plusieurs transcriptions d'interrogatoires. 1. Capitaine Moquet, capturé pendant la campagne de patrouille du Sar, déclara aux interrogateurs que les commandants allemands avaient étudié les méthodes opérationnelles américaines et reconnaissaient que la Troisième Armée privilégiait la vitesse et l'exploitation à la progression méthodique. Il expliqua que la doctrine défensive allemande supposait que les forces américaines marqueraient une pause pour consolider leurs gains, mais que les forces de Patton ne s'arrêtaient jamais assez longtemps pour permettre aux unités allemandes d'établir de nouvelles positions. Les déclarations des prisonniers concernant leur traitement après leur capture ont révélé des attitudes plus complexes. Nombre d'entre eux ont exprimé leur surprise d'être traités conformément aux normes de la Convention de Genève. Plusieurs ont déclaré aux interrogateurs avoir été mis en garde par la propagande allemande contre les mauvais traitements infligés aux prisonniers par les Américains, mais leur expérience réelle contredisait ces avertissements. Un soldat a affirmé avoir reçu une meilleure nourriture en tant que prisonnier américain que celle qu'il avait reçue au service de Wehrmacht pendant les derniers mois de la guerre. Selon les interrogateurs américains, de nombreux prisonniers allemands souhaitaient coopérer, surtout à la fin de la guerre. Les officiers du renseignement ont noté que le succès des interrogatoires résultait souvent d'un traitement des prisonniers empreint de respect fondamental plutôt que du recours à des méthodes coercitives.
Les interrogateurs ont constaté qu'ils étaient plus efficaces en se montrant amicaux envers les personnes interrogées. Cette approche a permis d'obtenir des informations sur les capacités militaires allemandes, les positions défensives et les plans opérationnels qui s'est avérée précieuse pour les opérations tactiques. Cependant, la coopération des prisonniers avait des limites lorsqu'il s'agissait d'aborder certains sujets. Les rapports d'interrogatoire notent que de nombreux soldats allemands ont refusé de discuter en détail de leur service sur le front de l'Est, notamment du traitement infligé aux civils et aux prisonniers. Certains ont simplement déclaré avoir obéi aux ordres. D'autres ont prétendu ignorer les activités qui dépassaient leurs obligations militaires immédiates. Ce schéma suggère que les prisonniers comprenaient que certaines actions pourraient avoir des conséquences juridiques et se protégeaient d'éventuelles poursuites. Les prisonniers allemands ont également comparé le traitement qu'ils avaient subi de la part des forces américaines à celui qu'ils attendaient des forces soviétiques. De nombreux rapports d'interrogatoire documentent le soulagement exprimé par les soldats d'avoir capitulé face aux Américains, plutôt que d'être capturés par les Soviétiques. Ces déclarations reflétaient la conscience des soldats allemands que leur traitement des prisonniers et des civils soviétiques entraînerait probablement de sévères représailles s'ils étaient capturés par l'armée rouge. Les déclarations des prisonniers concernant le moral des militaires allemands début 1945 dressaient le portrait d'une armée qui avait perdu espoir de victoire, mais qui continuait à se battre, en partie par discipline et en partie par crainte des conséquences d'une défaite. Un sergent a déclaré aux interrogateurs que les soldats de sa compagnie savaient que l'Allemagne allait perdre, mais estimaient que la reddition aux alliés occidentaux offrait de meilleures perspectives de survie que la poursuite des combats. Ce calcul pragmatique a poussé de nombreux soldats à se rendre lorsque l'occasion s'est présentée. Les interrogateurs ont également consigné les réactions des prisonniers aux nouvelles et aux informations qu'ils ont reçues après leur capture. Nombre d'entre eux ont exprimé leur surprise en apprenant la situation réelle de la guerre, suggérant que les communications militaires allemandes avaient été peu fiables et que la propagande avait dissimulé l'ampleur des avancées alliées. Certains prisonniers ont déclaré avoir cru aux affirmations de la radio allemande au sujet d'armes secrètes qui renversaient le cours de la guerre, pour finalement réaliser en captivité qu'aucune arme de ce genre ne pourrait sauver l'Allemagne de la défaite. Début avril 1945, des éléments de la 3e armée firent une découverte qui allait fondamentalement changer la façon dont les soldats américains percevaient l'ennemi qu'ils combattaient. Le 4 avril, la 4e division blindée et la 89e division d'infanterie libérèrent le camp de concentration d'Ordruf, le premier camp nazi libéré par les forces américaines. Ce que les soldats américains y découvrirent choqua même les vétérans endurcis par des années de guerre. Lorsque les prisonniers allemands furent confrontés aux preuves de ce qui s'était passé dans ces camps, leurs réactions entrèrent dans la mémoire collective. Les généraux Dwight Eisenhower, George Patton et Omar Bradley visitèrent Ohrdruf le 12 avril. Patton le décrivit comme l'un des sites les plus épouvantables qu'il ait jamais vus. Dans une pièce où 20 ou 30 hommes nus, morts de faim, étaient entassés. Patton refusa d'entrer, disant qu'il tomberait malade s'il le faisait. Eisenhower effectua délibérément cette visite afin de pouvoir fournir des preuves directes si quelqu'un tentait à l'avenir de prétendre que ces atrocités n'étaient que de la propagande. Les forces américaines commencèrent à amener des civils allemands des villes voisines pour visiter les camps et enterrer les morts. Patton insista pour que le maire d'Ordruf et sa femme se rendent au camp pour constater les atrocités commises par leurs compatriotes. Le lendemain matin, ils furent tous deux retrouvés morts, apparemment par suicide. Cette réaction indiquait qu'au moins certains civils allemands comprenaient la catastrophe morale qui s'était produite au nom de leur pays, mais qu'ont dit les prisonniers de guerre allemands. Confrontés aux preuves provenant de ces camps, les rapports d'interrogatoire et les témoignages documentent une variété de réactions. Certains prisonniers exprimèrent un choc sincère et affirmèrent ignorer totalement l'existence et la finalité du camp. Ils déclaraient avoir été des soldats combattant à la guerre et ne rien savoir des agissements des unités SS ou de l'administration du camp. Ces dénégations étaient parfois crédibles. De nombreux soldats de Wehrmacht ignoraient véritablement les détails du système d'extermination
mais faisaient parfois preuve d'aveuglement volontaire face à ce qui aurait dû être évident. D'autres prisonniers reconnurent l'existence des camps, mais prétendirent ignorer ce qui s'y passait. Ils affirmèrent avoir entendu des rumeurs concernant des prisonniers politiques ou des camps de travail, mais insistèrent sur le fait qu'ils n'avaient jamais été témoins ni acteurs de massacres. Ce type de réponse était le plus fréquent chez les prisonniers ayant servi exclusivement sur les fronts et ayant eu des contacts minimes avec l'administration d'occupation ou les opérations à l'arrière. Un plus petit nombre de prisonniers admittent avoir connaissance des massacres systématiques de civils et de prisonniers, mais tentèrent de justifier ou de minimiser leurs connaissances. Certains prétendirent n'avoir eu d'autre choix que d'obéir aux ordres. D'autres ont fait valoir que les soldats isolés ne pouvaient rien faire pour les politiques décidées au plus haut niveau du gouvernement ont été rejetées. Ces justifications sonnaient creux aux yeux des interrogateurs américains qui venaient de constater les conséquences de ces politiques. Les officiers du renseignement américain ont noté que les prisonniers SS et les gardiens des camps de concentration capturés donnaient des réponses différentes de celles des soldats ordinaires. Lorsque les gardiens SS de Dachau furent séparés des prisonniers, leur attitude provocatrice contrastait fortement avec celle des soldats qui exprimaient leur soulagement d'être capturés. Les gardiens ayant travaillé dans les camps refusaient parfois de répondre aux questions ou prétendaient n'avoir fait qu'obéir aux ordres dans des circonstances où ils n'avaient pas le choix. La découverte des camps de concentration a influencé la manière dont les soldats américains traitaient les prisonniers allemands. Les rapports d'interrogatoire des camps libérés après Ohrdruf notaient que les interrogateurs interrogeaient spécifiquement les prisonniers sur leur connaissance du système concentrationnaire. Les questions visaient, en partie, à recueillir des renseignements sur d'autres camps qui pourraient encore être non découverts et en partie à évaluer le degré de complicité de chaque prisonnier dans les crimes de guerre. Après la libération des camps de concentration nazis, des films montrant les atrocités furent projetées aux prisonniers allemands en présence de la police militaire armée. Les images suscitèrent choc, colère et incrédulité. Stupéfaits et incrédules, les prisonniers les surnommèrent les films d'Auschwitz. Cependant, de nombreux prisonniers acceptèrent les films comme véridiques. Après le visionnage obligatoire, 1000 prisonniers du camp Butné brûlèrent leurs uniformes allemands. Cette réaction suggéra que même les prisonniers qui ignoraient l'existence des camps reconnaissaient que ce qui avait été était fondamentalement mal. À mesure qu'avril 1945 avançait et que la défaite de l'Allemagne devenait inévitable, les déclarations des prisonniers allemands reflétaient l'effondrement final de la Wehrmacht. Les rapports d'interrogatoire documentaient les soldats décrivant l'effondrement du commandement et du contrôle, les défaillances du système d'approvisionnement et une perte totale de confiance envers le commandement allemand. Ces déclarations ont fourni au service de renseignement américain une image détaillée d'une armée qui avait cessé de fonctionner comme une force militaire cohérente. Un type de comportement qui est ressorti des interrogatoires de prisonniers était la distinction que faisaient les soldats allemands entre les combats contre les alliés occidentaux et les combats contre les forces soviétiques. Les forces allemandes face à l'armée rouge avaient tendance à se battre jusqu'au bout par crainte d'être faites prisonnières par les soviétiques, tandis que les forces allemandes face aux alliés occidentaux avaient tendance à se rendre sans opposer beaucoup, voire aucune résistance. Cela a entraîné des schémas de pertes radicalement différents. Sur les fronts et ouest, les pertes allemandes dues aux morts et aux blessés, dépassant largement le nombre de prisonniers à elles. Tandis que l'inverse était vrai à elle. Ouest, les prisonniers capturés fin avril ont fait des déclarations qui ont révélé à quel point les soldats allemands comprenaient leur situation. De nombreux rapports d'interrogatoire documentaient les déclarations des soldats affirmant on savait que la guerre était perdue des semaines, voire des mois, avant la capitulation officielle de l'Allemagne. Certains expliquèrent avoir continué à combattre par discipline militaire, par crainte d'être traités de déserteurs, ou par inquiétude pour le sort de leurs familles s'ils abandonnaient leurs unités. Ces explications révélèrent le mélange complexe de facteurs qui maintinrent la résistance allemande, même après que la défaite stratégique fut devenue évidente. Les officiers allemands, capturés durant les dernières semaines de la guerre, fournirent souvent des informations détaillées sur la désintégration des structures de commandement démantelées. Plusieurs dirent aux interrogateurs que les ordres aux états-majors étaient devenus
contradictoires, irréalistes, ou avaient tout simplement cessé d'arriver, les communications étant coupées. Des officiers expliquèrent avoir pris des décisions tactiques sans directive de leurs supérieurs, car ces derniers avaient été débordés, avaient battu en retraite ou avaient tout simplement cessé de fonctionner. Les jeunes soldats allemands, en particulier ceux conscrits, en 1944 et 1945, firent des déclarations différant sensiblement de celles des vétérans plus âgés. Ces adolescents et jeunes hommes exprimaient souvent un engagement idéologique limité envers le national-socialisme et déclaraient avoir été enrôlés de force, avec une formation minimale. Plusieurs ont dit aux interrogateurs qu'ils n'avaient jamais voulu combattre et qu'ils avaient cherché des occasions de se rendre en toute sécurité. Leur déclaration suggérait que les dernières formations massives étaient composées de plus en plus de conscrits réticents, plutôt que de soldats engagés. Les rapports d'interrogatoire documentaient également les propos des prisonniers allemands concernant leur attente quant à leur traitement après la guerre. Nombreux étaient ceux qui demandaient aux interrogateurs combien de temps ils seraient détenus et quand ils pourraient être rapatriés en Allemagne. Certains exprimaient des inquiétudes quant à ce qu'ils trouveraient à leur retour. Si leur famille avait survécu aux bombardements alliés, si leur maison existait encore, si de la nourriture serait disponible. Ces questions révélaient que les prisonniers se préoccupaient désormais moins des soucis militaires que de leur survie personnelle et du bien-être de leur famille. Certains prisonniers ont fait des déclarations sur leur volonté de coopérer avec les autorités américaines dans l'Allemagne d'après-guerre. Plusieurs officiers ont déclaré aux interrogateurs vouloir contribuer à la reconstruction de l'Allemagne en tant que nation démocratique et ont explicitement rejeté l'idéologie nationale-socialiste. Il est difficile de déterminer, à partir des seuls comptes rendus d'interrogatoire, si ces déclarations reflétaient une véritable conversion ou un calcul pragmatique visant à améliorer leur traitement et leurs perspectives de libération. Des prisonniers allemands ont également comparé leurs conditions de détention aux conditions qu'ils avaient connues au sein de l'armée Wehrmacht. En juin 1948, les rations des prisonniers ont été portées à 1990 calories et en décembre 1949, le rationnement a été de facto supprimé. Nombreux sont ceux qui ont affirmé avoir reçu de meilleurs soins médicaux en tant que prisonniers qu'en tant que soldats. Certains n'ont reconnu que le respect par les Américains des normes de la Convention de Genève contrastait favorablement avec la manière dont